Cet épisode 159 du podcast Mes trucs de prof est un épisode crossover avec l'épisode 20 du podcast Ta reconversion de prof d'Amandine Dupré où nous parlons des enjeux de l'équilibre entre la vie pro et la vie perso. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et dans le podcast Mes trucs de prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des conseils, des découvertes, avec l'intention de réfléchir et de faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques et par ricochet dans la vie des élèves. Mes trucs de prof est disponible sur toutes les plateformes et également sur le site mestrucsdeprof.fr. Et si vous avez envie de travailler avec moi, je vous propose de faire un tour sur mestrucsdecoach.fr pour découvrir les différents accompagnements que je propose, qu'ils soient individuels ou collectifs. Je suis ravie de vous retrouver après une petite pause d'1 mois et demi dans le podcast. J'avais besoin d'achever un projet éditorial et comme je ne peux pas tout faire en même temps, j'ai mis en pause le podcast, ma newsletter et mes réseaux sociaux pour préserver mon équilibre de vie et aussi diminuer mon niveau de stress. Parce que je suis plutôt efficace dans l'urgence de la dernière minute, mais assez lucide pour savoir que si je veux préserver ma santé mentale, ma santé physique et ma vie tout court, parfois je dois ajourner, reporter, mettre pause, etc. Et justement, je vais rompre ce jeûne de podcast avec un épisode sur l'équilibre de vie, c'est-à-dire sur l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle quand on enseigne. Et vous savez, si vous me suivez, que c'est un des sujets que je travaille souvent en coaching. Et donc, il y a quelques mois, j'ai justement été invitée au micro d'Amandine pour l'épisode 20 de son podcast intitulé « Ta reconversion de prof », justement parce qu'Amandine est coach spécialisée dans la reconversion des enseignants après avoir elle-même été enseignante. Et nous avons évoqué ensemble les enjeux de la recherche d'équilibre de vie, notamment quand celle-ci, elle est à l'origine d'une envie de reconversion professionnelle. Et même si vous n'avez pas le projet de vous reconvertir, je pense que cet épisode peut vous apporter des pistes de réflexion utiles pour créer votre propre équilibre de vie. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast Ta reconversion de prof. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet que je trouve passionnant parce que une des raisons qui pousse les enseignants à se reconvertir, souvent, ça peut être de ne pas arriver à trouver leur équilibre entre des contraintes professionnelles qu'on connaît bien, le temps de préparation, le temps de correction, les réunions et leurs activités personnelles. Et je me suis rendu compte, par rapport à ma propre expérience et par rapport à des échanges que j'ai pu avoir avec d'autres enseignants qui se sont reconvertis ou d'autres entrepreneurs, que finalement, cette difficulté, elle ne disparaît pas après la reconversion. Et finalement, elle serait peut-être plutôt liée à la façon de comment est-ce qu'on met des limites à notre activité professionnelle, mais aussi au perfectionnisme que l'on peut s'imposer. En entrepreneuriat, notamment, le perfectionnisme est une grosse contrainte et ça peut vraiment paralyser un entrepreneur qui souhaite se lancer. Donc, comme je vous dis, le sujet est passionnant et aujourd'hui, j'ai choisi de creuser ce sujet avec Émilie Lefatan, qui est coach professionnelle, certifiée et formatrice spécialisée dans l'accompagnement professionnel des enseignants, des professionnels de l'enseignement, de la formation et de l'éducation. Elle est aussi autrice du podcast Mes trucs de prof. Et en plus de ça, elle accompagne les enseignants justement sur cette problématique de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Bonjour Émilie. Bonjour Amandine, je suis ravie de te retrouver dans ton podcast. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir répondu favorablement. Est-ce que tu peux nous parler en quelques mots d'abord, avant de creuser le sujet, de ton parcours dans l'éducation nationale? D'où est-ce que tu viens Eh bien, je suis restée dans l'éducation nationale en réalité 20 ans, 2 ans avant d'être enseignante parce que j'ai été assistante d'éducation 2 ans. Puis ensuite, donc en 2005, j'ai passé le concours. Je suis restée 18 ans dans l'éducation nationale en tant que professeure des écoles, donc 15 ans dans ma classe. En tuilage avec ça, j'ai passé le CAFI-PEMS, donc j'ai été formatrice. Et les dernières années, j'étais conseillère pédagogique. Et quand j'étais conseillère pédagogique, j'étais aussi coach. Je m'étais déjà formée au coaching. Voilà, donc mes 18 années au sein de l'éducation nationale.
Très bien, merci pour cette petite présentation de ton parcours. Et du coup, pour toi, ce serait quoi la définition de l'équilibre professionnel et personnel? Donc on commence dans le dur du sujet et Tout de c'est à suite. la fois quelque chose de très personnel parce que voilà, je pense que oui, il y a le côté objectif et puis il y a le côté aussi subjectif de la question. Donc pour toi, qu'est-ce que Ouais. c'est? C'est sûr que la réponse à la question, elle va être empreinte de à la fois mon vécu d'enseignante et mon vécu de coach, c'est-à-dire comment j'ai réfléchi à la question depuis, parce que la question de l'équilibre vie pro vie perso, c'était un vrai sujet de réflexion depuis longtemps. Enfin, au moment où je suis devenue maman en fait et instit et professeur des écoles, j'ai eu ce questionnement-là pour moi, donc j'ai expérimenté des choses. Et puis ensuite, petit à petit, c'est devenu consciemment un vrai sujet de réflexion pour moi. Et en plus, comme j'accompagne souvent en coaching des personnes sur ce sujet-là, j'ai eu le temps d'essayer de border un peu les choses. Et moi, je crois que ce qui est intéressant et important de se dire avec l'équilibre entre la vie pro et la vie perso, c'est que c'est du mouvement, en fait. Pour moi, en réalité, c'est quelque chose de mouvant et c'est pas du tout quelque chose de figé. Justement, il y a plus d'équilibre quand on est coincé dans une situation et qu'elle ne bouge pas. Et pour trouver cet équilibre, en fait, c'est tout un ensemble de compétences qui vont nous permettre de réajuster et de réguler en fonction des situations, en fonction de nos contraintes de vie. Et ça va nécessiter du coup d'être très conscient de soi, de bien se connaître et d'être très à l'écoute, en fait, de ce qui se passe pour soi et pour les autres, pour pouvoir trouver cet équilibre et le réajuster. Parce que peut-être que ce qu'on va mettre en place au mois de septembre en termes d'équilibre, eh ben, ça va bouger et que si on le laisse tel quel au mois de décembre, ça fonctionnera plus. Et je dis ça, mais ça peut être d'une année sur l'autre, d'une semaine sur l'autre. Donc, c'est vraiment réussir à trouver comment réguler, jouer sur certaines variables de sa vie. Et la finalité, c'est pour réussir à rester enthousiaste, satisfait et épanoui quelque part dans différentes sphères de sa vie. Donc, c'est réussir à trouver comment aujourd'hui, avec mon contexte de vie du jour, je peux trouver de la satisfaction dans ma vie, côté pro et côté perso. Effectivement, je te rejoins sur le côté que la recherche d'équilibre, en fait, c'est toujours un mouvement perpétuel et qu'en fonction à la fois de nos humeurs, de la période temporellement dans laquelle on est et puis même des événements de notre vie, ça peut être amené à évoluer et du coup, ne pas faire évoluer, justement, ça va être source de déséquilibre. Bah Donc, oui, c'est ça. Tu parlais des changements dans la vie. Moi, je sais que une des sources des premiers déséquilibres ressentis, en tout cas qui ont eu un impact, c'est que quand je suis devenue maman, j'ai voulu continuer de travailler exactement comme avant. Sauf qu'il y avait un changement dans ma vie personnelle qui faisait que j'avais plus autant de temps, plus autant de disponibilité et de nouvelles contraintes. C'est ça qui mène aussi à l'épuisement ou quand on force, quoi. On est en train de forcer, de vouloir faire rentrer plein de choses alors que ça rentre plus. Et comme tu le disais, des fois, ben, en fonction de notre humeur, de notre niveau de fatigue, de notre état de santé, des événements de vie qui se passent dans notre vie personnelle ou des événements parfois professionnels, l'idée c'est de pouvoir dire ok, bon ben là je vais faire un petit peu plus de place au perso, un petit peu moins de place au perso, un petit peu plus de place au pro, un petit peu moins de place au pro, tout ça mais en étant vigilant à rester dans un état aussi de santé et de forme physique suffisant pour pouvoir faire face à toutes ces situations là. Donc c'est vraiment une conscience de ce qui se passe, une conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de ce qui se passe autour de nous, qui va nous permettre de rééquilibrer et de jouer sur les variables et sur les différents réglages, d'aller mobiliser certaines ressources, de faire certaines forces, de puiser dans notre énergie, de s'économiser à d'autres moments. Enfin voilà. c'est vrai que, comme tu le disais, c'est important justement d'avoir conscience de tout ce qui se passe autour de nous et en nous pour pouvoir avoir le recul par rapport à la situation, pour permettre d'avoir la flexibilité de changer certains paramètres, d'ajuster au mieux pour que, comme tu le disais si bien, l'important, c'est aussi de rester épanoui malgré tout ce qui peut nous arriver, les événements, peu importe dans la vie, le niveau d'énergie, etc. Donc, c'est vrai que cette compétence-là de flexibilité et de conscience sont des choses importantes par rapport à l'équilibre que l'on peut rechercher dans sa vie personnelle et professionnelle. Et ce que tu disais qui était intéressant aussi, c'est que en fonction des moments, en fonction des projets, en fonction des événements, on va pas mettre l'accent sur les mêmes domaines de vie. Il y a certains domaines de vie qui vont nous demander beaucoup plus d'énergie, d'attention, de charge mentale, et c'est OK.
Et à d'autres moments, ça va être d'autres domaines de vie qui vont nous demander aussi plus d'énergie, de charge mentale. Et justement, c'est d'arriver à switcher entre ces différents moments pour pouvoir arriver à gérer au mieux ces périodes. C'est tout à fait ça. Et c'est aussi faire avec nos forces et nos ressources. Donc, c'est là que je disais qu'il y avait la conscience de soi, c'est avoir conscience de où est-ce qu'on en est, de quoi on a besoin, comment on sent, quel est notre niveau de fatigue, etc. dans le moment. Avoir conscience de ce qui se passe autour et des contraintes et pouvoir voir, en fait, comment on est dans notre système de vie. Et puis, la connaissance de soi, se connaître, en fait, c'est hyper important aussi de connaître son mode de fonctionnement, ses ressources, ses besoins, ses limites, quand est-ce qu'on dépasse un peu la limite, que ce soit en heure de sommeil ou que ce soit en force de travail ou que ce soit en niveau de concentration, enfin, peu importe, mais de savoir quelles sont nos forces, quelles sont nos capacités, qu'est-ce qu'on a encore en réserve, qu'est-ce qu'on a sous le pied, et puis pas tout sortir d'un coup et de se retrouver acculé à un moment donné. Donc, il y a vraiment cette idée-là. Et une fois qu'on a ça, il y a aussi, je trouve, pour parvenir à un équilibre qui nous convienne, parfois un besoin d'un certain niveau d'assertivité, c'est-à-dire d'être capable de s'affirmer. Et c'est là que je trouve que finalement, les compétences psychosociales, elles interviennent dans cette recherche d'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, parce que va falloir s'affirmer pour pouvoir parfois dire non à certaines choses, parfois dire oui, s'affirmer et dire oui, parce que ça, on sait qu'on en a besoin et qu'on peut pas passer à côté, poser des limites, poser un cadre, se poser des limites à soi, parfois faire preuve aussi du coup d'autodiscipline pour soi et réussir à poser des limites aux autres pour pouvoir être dans le respect de soi et dans le respect de l'autre et avancer dans cet état de bien-être et de satisfaction, quoi. C'est vrai que c'est très juste de repartir de la base, en fait, de nous, de qui on est, de notre propre fonctionnement, pour ensuite se dire, de quoi est-ce que j'ai besoin dans ces périodes-là, quel va être mon moteur, mes moteurs, pour permettre justement d'utiliser les leviers qui vont être les plus efficaces, sans toutefois s'épuiser et arriver à une situation où on n'arrive plus rien à contrôler, où notre corps nous fait ressentir qu'on a dépassé certaines limites. C'est ça, c'est vraiment l'idée de savoir en fait ce dont on a besoin, de savoir où on en est, de savoir ce qui fonctionne bien pour nous, sans forcément se caler sur ce que font les autres et avoir conscience de ça. Avoir conscience que notre mode de fonctionnement, nos besoins sont pas forcément identiques à ceux de notre voisin, notre voisine, etc. Même si évidemment il y a des invariants en termes de santé et d'épanouissement, il y a des invariants, il y a des pratiques qu'on sait être bonnes pour tout le monde, etc. Mais en tout cas, se connaître soi, ça permet de pouvoir avancer dans la bonne direction. Comme je le disais en introduction, j'ai fait le constat que par rapport à la reconversion, souvent les enseignants vont chercher dans un autre métier de remplir justement ce besoin d'équilibre professionnel et personnel. Est-ce que toi aussi, de ton côté, tu as fait le constat que ce déséquilibre professionnel et personnel peut suivre un enseignant malgré sa reconversion? Évidemment, en fait, puisque je disais qu'il y avait un besoin d'assertivité tout à l'heure, de conscience de soi, d'écoute de soi, etc., et de connaissance de son mode de fonctionnement, si on quitte un univers professionnel parce que pour une difficulté d'équilibre vie pro vie perso, mais qu'il s'agit pas juste d'une incompatibilité qu'on a identifiée sur un point, je dis n'importe quoi, par exemple, je travaille de nuit, mon conjoint travaille de nuit, on comprend à un moment donné que c'est pas possible pour notre vie de famille qu'on soit tous les deux de nuit. Là, il y a un truc très précis dû au mode de travail, aux conditions de travail sur lesquelles on va pouvoir agir. Par contre, quand ça découle de je n'arrive pas à me mettre des limites, je travaille trop, je sais pas dire non, je sais pas m'arrêter quand je travaille, etc. Ça, c'est des façons d'être qu'on va retrouver quel que soit le lieu. Et l'écueil, ce serait de se dire, OK, en fait, je vais trouver un métier où j'aurais pas besoin du coup de poser de limites. Comme ça m'ira. Bon, alors ça peut passer, hein. Pourquoi pas si effectivement on passe d'enseignant où il y a rien qui nous met des limites à un métier très cadré avec des horaires, une pointeuse, une badgeuse, etc. Oui, ça va faire le job. Après, est-ce que ça va nous épanouir? Est-ce qu'on sera allé c'est encore autre chose. Mais on peut aussi, en fait, se retrouver dans la même situation si on n'a pas travaillé là-dessus.
Tu vois, je pense à quelqu'un qui avait arrêté, alors qui a fait une reconversion dans l'autre sens, qui travaille dans une entreprise, dans le privé, qui a fait un burn-out parce que trop de travail, pas de limite entre la vie pro et la vie perso, trop engagée dans ce qu'elle faisait, etc. Qui, du coup, se dit, bon, je vais arrêter ça parce que c'est pas compatible en termes de mode de vie, et qui se lance dans le métier d'enseignante. Évidemment, elle a retrouvé exactement les mêmes, j'ai envie de dire, travers. Enfin, en tout cas, les mêmes difficultés. C'est-à-dire que elle se mettait toujours pas de limite, elle était toujours à fond, elle dormait toujours suffisamment, pas suffisamment. Donc, en fait, elle a juste changé de milieu professionnel, mais elle a gardé les mêmes choses. Donc, je trouve que c'est intéressant de pouvoir réussir à vérifier que ce soit pas juste ça qui nous pose problème, parce qu'en fait, on peut être enseignant et travailler sur cette question d'équilibre pro-vie perso. Tout à fait, sans forcément changer de métier pour retrouver un équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Parce que comme on l'a dit juste avant, si c'est juste ça qu'on va chercher dans sa reconversion, on peut très très facilement retomber dans ces mêmes travers-là et du coup ne pas s'épanouir dans son métier futur. Moi, je vois par exemple, en tant qu'entrepreneur maintenant, t'en parlait tout à l'heure, je trouve que être enseignant en dehors de son temps de classe, c'est comme être entrepreneur. C'est-à-dire que personne n'est là pour nous dire quand est-ce qu'on commence, quand est-ce qu'on s'arrête, pour poser des limites. Tu as parlé du perfectionnisme aussi, pour dire, là, ça suffit, en fait, c'est suffisamment bien, tu peux t'arrêter là, etc. Et donc, en fait, si on n'apprend pas à le faire, on pourrait se dire, je vais devenir entrepreneur, ça va être plus cool, je pourrais faire comme je veux, j'aurai les horaires que je veux, j'aurai plus de liberté. Plus de liberté, plus de temps, oui, soit. Mais on peut se retrouver aussi enfermé de nouveau à faire du 8h-22h parce qu'il n'y a personne qui va venir nous dire de nous arrêter. Donc, c'est important, je pense, de bien prendre conscience de ça et du coup de pouvoir travailler sur cette dimension-là, sur quelle est notre part de responsabilité, dans le sens comment on peut s'engager autrement dans cet équilibre pour pouvoir ensuite dire, OK, maintenant que je sais poser mes limites, maintenant que je sais dire non, maintenant que je sais que à partir de tel moment, il faut que je m'arrête. Maintenant que je sais que c'est pas grave si je suis pas allée au bout du truc, je suis plus efficace si à 20h, je passe à autre chose, ou à 19h, ou à 18h, enfin peu importe, que je sais m'arrêter, que je sais m'organiser. Là, je peux prendre une décision un peu plus en conscience. Tout à fait. C'est très intéressant ce que tu soulignes sur la question de la responsabilité que l'on a justement dans la quête de recherche entre l'équilibre professionnel et personnel. Parce que finalement, si on cherche dans un autre métier cet équilibre, ça veut dire qu'on se déresponsabilise et qu'on dit c'est la faute du métier d'enseignant, donc je vais le quitter, je vais faire autre chose. Et finalement, nos premiers échanges et ce vers quoi on tend, c'est que l'équilibre professionnel et personnel, c'est aussi de la responsabilité de chacun, de soi d'abord, de se connaître soi, d'oser s'affirmer, de poser ses limites pour pouvoir s'épanouir, peu importe le travail que l'on exerce. Il y a un autre aspect qui est important aussi dans cette idée de reconversion, c'est que imaginons qu'on se dise l'équilibre vie pro vie perso, là ça me convient pas. Si on part à ce moment-là, en fait on part dans une idée de fuite. Je fuis ça parce que je sais pas comment le gérer, je sais plus comment faire avec, donc je le fuis. Alors que si on le règle, ce souci, entre guillemets, si on apprend à faire avec, on dit, OK, je prends conscience de comment je fonctionne, etc. Et ça y est, j'ai régulé un peu l'équilibre vie pro, vie perso, etc. Et qu'à la fin, je veux toujours quitter l'éducation nationale, je veux plus fuir, ou n'importe quel autre métier d'ailleurs, je veux plus fuir le métier, je veux aller vers quelque chose d'autre. C'est-à-dire que l'état d'esprit dans lequel on s'en va n'est pas le même. Ça va être une énergie complètement différente. Exactement. Ça va être un élan du cœur. C'est bon, OK. En fait, je pars sans amertume. Je pars pas pour fuir l'éducation nationale. Je pars parce que j'ai un nouveau projet qui me plaît, dans lequel peut-être l'équilibre vie pro vie perso sera encore un sujet, mais j'y travaille. Mais en tout cas, je vais vers quelque chose qui m'attire et qui m'apporte de la motivation, en fait. Du coup, pour toi, quels sont les aspects, l'origine finalement du déséquilibre entre la vie pro et la vie perso chez les enseignants? Donc, on a parlé d'affirmer ses limites, de ne pas suffisamment se connaître ses besoins. Est-ce que connaître ses besoins dans l'assertivité, il y avait, en fait, il y a connaître ses limites. Ça, c'est une première chose, connaître ses limites. Mais après, il y a les faire respecter et les respecter soi-même. En fait, c'est 3 trucs. Une fois que je connais mes limites,
Parce que je peux très bien, par exemple, connaître ma limite et me dire, oui, ben moi, par exemple, j'ai besoin de 8 heures de sommeil. Si je dors moins de 8 heures, je suis pas bien. Donc ça, je connais ma limite. Voilà, je sais qu'il faudrait que, idéalement, à 22 heures, ma journée s'arrête et que j'aille me coucher et que j'ai fait tout ce que j'ai à faire. Et je parle pas que du pro, évidemment, avant. Ensuite, il y a, est-ce que moi, je respecte mes propres limites? Donc savoir, et là, c'est là qu'il y a un peu de maîtrise de soi qui intervient. C'est être capable de dire d'autodiscipline et voilà, et de maîtrise de soi, c'est d'abord de dire, OK, en fait, il est 22 heures. Donc, fini ou pas fini, si je veux finir ma semaine, je veux rester en bonne santé, en fait, il faut que là, je m'arrête. Et ça, c'est hyper difficile. Et ensuite, parfois, même quand nous, on est capable de faire ça, parfois, c'est aussi les limites, faire respecter ses limites par les autres, par ses enfants, par son conjoint ou sa conjointe, par ses collègues, par sa direction, par l'institution. C'est-à-dire, comment moi, j'arrive à dire non, à dire non en étant OK, sans culpabiliser, sans, voilà, ça c'est un apprentissage. Je veux dire, ben voilà, j'adore ce projet là que vous me proposez. Franchement, je serais vraiment ravie de le faire, mais en fait, j'en ai déjà 2 en cours. J'ai ça. Ça va pas être possible. Peut-être une autre année. Ça demande sans être dans ah là là et puis de toute façon il y en a trop, encore un projet. Non, bah c'est pas grave. Les occasions elles abondent en fait. Et c'est comment je réponds à l'abondance de propositions, d'injonctions, d'ordres. Comment je fais face à tout ça. Et si je suis que dans ça vient de l'extérieur et ça devrait s'arrêter de l'extérieur, ben là, je me déresponsabilise, comme tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que oui, l'institution, elle va toujours nous faire des demandes, apporter de nouvelles propositions, des nouvelles sollicitations, etc. Il y en aura toujours. Les enfants, les élèves, les collègues, les parents, il y aura toujours toutes ces sollicitations-là. Donc, comment moi, j'arrive à faire respecter mes besoins dans tout ça? Voilà. Et du coup, il y a de ça. Je mets un peu tout ça dans l'assertivité, c'est-à-dire s'affirmer sans écraser les autres, en étant à l'écoute un peu de l'autre et de soi aussi, faire respecter ses besoins, savoir dire non, poser des limites. Et puis donc on a dit la connaissance de soi, la conscience de soi, et surtout, t'en as parlé tout à l'heure, la flexibilité, c'est-à-dire de comprendre que c'est du mouvement, de comprendre que c'est du mouvement qui change tout le temps et qu'il va falloir s'adapter et être flexible, et parfois ce sera plus de l'un, parfois ce sera plus de l'autre, et que c'est pas du 50-50 tout le temps. Parfois les gens se disent OK, il faut que j'ai la moitié de mon temps sur ma vie pro et la moitié de mon temps sur ma vie perso. Enfin, c'est pas aussi binaire que ça. Oui, c'est pas aussi simple, ça c'est sûr. Dans ce que tu disais aussi, j'entends aussi la question de la priorisation des choix qu'on fait en fait par rapport aux différentes sollicitations qu'on peut recevoir, en fonction de nos propres critères de sélection, de notre temps disponible, de nos ressources, à voir à quoi je dis oui, à quoi je dis non. Et si je dis oui, et du coup, ça veut dire que à quoi je dis non d'un côté. À chaque fois qu'on dit oui ou non, il y a toujours une part de si je refuse ce projet parce que j'ai pas le temps, finalement, je dis oui à mieux gérer mon propre temps, mieux gérer les projets que j'ai déjà. Et c'est ça qu'il faut avoir conscience quand on a du mal justement à mettre ses limites, c'est qu'il y aura toujours d'autant plus de sollicitations, d'autant plus que dans l'éducation nationale, on est bombardé de projets, d'idées avec les réseaux sociaux, ça n'aide pas non plus énormément par rapport à ça, mais c'est aussi soit se dire si je fais de mon mieux déjà avec ce que j'ai, je conserve aussi mon énergie, mon temps, et je fais un travail de meilleure qualité. Et du coup, ça me fait penser à un épisode que j'ai écouté de ton podcast, que j'ai vraiment adoré, parce que la thématique était à la fois étonnante et hyper pertinente. C'est justement le minimalisme chez les enseignants, parce que moi, j'étais l'enseignante qui en faisait toujours plus, en ayant toujours des projets, en étant toujours à fond, en changeant à chaque fois pour essayer de m'améliorer au maximum. Bon, résultat, j'ai fait un beau petit burn-out. Voilà. Et du coup, quand j'ai écouté cet épisode-là a posteriori, je me suis dit, mais en fait, c'est une compétence et une réflexion qu'on devrait enseigner, mais dès le plus jeune âge des enseignants. À l'école des profs, vraiment de se poser la question, mais est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que c'est nécessaire d'aller si loin? Et comment est-ce que je peux faire mieux en faisant moins? Et du coup, ça fait écho aussi au perfectionnisme dont on parlait tout à l'heure, qui est un peu pas la bête noire des enseignants, mais ce qui les pousse à toujours faire plus sans respecter leurs propres limites. En plus, en fonction de notre propension, notre motivation à nous, tu vois, on peut vite se retrouver dans pas savoir dire non, mais parce que tout nous plaît.
C'est-à-dire que tout à l'heure, je parlais de savoir dire non quand on a besoin, quand on a envie de dire non. C'est pas toujours facile. Mais parfois, c'est savoir dire non quand on a envie de dire oui. C'est-à-dire que moi, je pouvais avoir cette propension à être hyper motivée par toutes les formations, tous les projets, tous les trucs, etc. Et donc, en fait, ah, trop bien, ça a l'air trop bien, bah oui, ah, bah oui, faisons ça. Et puis ensuite, on se retrouve à dire, ben, j'ai dit oui à ça, oui à ça, oui à ça, oui à ça. Concrètement, principe de réalité, je vais pas pouvoir tout faire. Ou alors, je vais pas pouvoir tout faire aussi bien, en fait, avec la même intensité. Je peux pas faire à fond un spectacle, en même temps être à fond pour faire une expo et en même temps être à fond pour m'engager dans une, je sais pas, une recherche-action, enfin bref, tout ce qu'il pourrait y avoir au même moment, la même année, avec les mêmes élèves et en même temps vouloir les évaluer, les faire avancer dans le programme. Enfin bref, c'est aussi cette idée du minimalisme, ça peut nous permettre de faire un peu plus de choses en termes de diversité et de renoncer en tout cas à moins de choses parce qu'en fait, on va vraiment aller se questionner sur c'est quoi l'essentiel et mettre son attention sur ce qui est sur l'essentiel au sens vraiment avec l'étymologie là, avec l'essence de ce qu'on est en train de faire. Et ça va nous permettre d'arbitrer, de revenir à voilà, c'est pas minimalisme dans le sens le moins possible, le moins bien possible, c'est comment je peux faire ce qui est essentiel pour que ce soit bien fait, pardon, et éviter le surplus. Un peu comme dans sa consommation, en fait. C'est-à-dire que quand on est sur les réseaux, quand on est sur Internet, avec toutes les pubs, on parle d'un truc, le lendemain, on a 3 pubs dessus. Ce truc-là, si on n'avait pas eu les 3 pubs, on l'aurait pas acheté. Mais à force de le voir, on se dit, ah ben tiens, je vais acheter ce truc. Finalement, il finit dans un placard, on s'en sert pas, on s'en sert 2 fois dans l'année. Et en fait, on se rend compte que, ah oui, je me suis acheté une super râpe à fromage qui râpe de 3 façons différentes, mais en vrai, j'utilise toujours la même et ma vieille râpe faisait l'affaire. Enfin, tu vois, je fais le parallèle. Oui, je vois tout à fait l'idée. Tu vois, pour dire que ben, dans notre pratique, c'est aussi ça. C'est que tout paraît, on voit ça, ah machin, et puis j'ai vu telle personne sur Insta qui fait ça, qui fait la, oh là là, mais j'ai pas fait avec mes élèves la semaine de ceci. Ah ben, je vais faire la semaine parce que je vois que tout le monde le fait sur Instagram. Oui, mais moi, dans mon école, on fait déjà la semaine de ci. Donc, je vais faire les deux. Ah non, mais en fait, qu'est-ce que je veux? Voilà. Oui, c'est le syndrome de l'objet brillant, en fait. On est toujours attiré par ce qu'il y a à côté, ce que font les autres, sans forcément se poser la question de qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est essentiel, et de bien le faire déjà, de pas s'éparpiller, parce qu'il y a ça aussi, c'est que à trop vouloir faire de choses dans tous les sens, à la fois on éparpille sa charge mentale, sa créativité aussi. On peut pas être aussi efficient quand on est sur 15 projets, même si on aurait envie de le faire. Alors, on parlait du minimalisme chez les enseignants et en lien avec la reconversion. On a également parlé du perfectionnisme. Et justement, j'aimerais avoir ton avis dessus. Pourquoi le perfectionnisme peut être un véritable obstacle quand on veut se reconvertir? Ben, le perfectionnisme, quand on veut se reconvertir, il va parfois être un frein à l'ouverture qu'on pourrait avoir sur des nouvelles possibilités. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir tendance, et ça c'est un peu le cas aussi dès l'orientation des jeunes au lycée, mais on pourrait avoir tendance à se dire qu'il faut trouver la voie, tout de suite la bonne voie de reconversion, celle qui va nous durer jusqu'à la fin de notre vie. Et donc, quand on est là-dedans et qu'on cherche, du coup, la nouvelle orientation parfaite de laquelle on voudra plus bouger, bon, ben, du coup, ça peut nous empêcher de passer à l'action ou nous empêcher d'explorer de nouvelles voies. Il peut y avoir aussi, avec cette notion de perfectionnisme, la volonté d'être déjà parfait dans une nouvelle voie avant de se lancer. Et donc là, c'est être parfait et compétent dans une nouvelle voie sans se laisser la possibilité d'être à nouveau débutant. Comme s'il fallait déjà être hyper... On s'apprête à commencer quelque chose de nouveau, mais on veut pas le commencer tant qu'on n'est pas expert. Alors que quand on commence quelque chose de nouveau, même sans que ce soit une reconversion hors éducation nationale, même quand on prend de nouvelles missions, etc., il y a cette idée de dire, mais en fait, on passe d'un statut où on était expert dans notre classe, on était à l'aise dans quelque chose qu'on savait faire, accepter de nouveau être débutant, de nouveau apprendre, de nouveau faire plus d'erreurs, de nouveau explorer, de nouveau faire des choses qui sont pas parfaites et qui seront perfectibles. C'est un vrai état d'esprit dans lequel je pense qu'il faut se remettre et en plus qui apporte aussi un élan de nouveauté et d'ouverture. Et donc du coup qui va avoir un impact sur comment je m'autorise à échouer, comment je m'autorise à essayer une nouvelle voie et comment je m'autorise à me dire a priori
tel métier ou telle formation, ça me plairait suffisamment pour que j'ai envie de me lancer dedans. Mais en même temps, je peux aussi me tromper et me rendre compte au bout de 6 mois que c'est pas ce que je voulais, mais c'est en y allant que je vais pouvoir mieux me connaître et mieux déterminer. Tout à fait, ça permet justement de gagner en connaissance sur là où on voudrait aller, parce que finalement, si on attend d'être, comme tu disais, d'être expert dans un domaine, déjà, on n'y va pas, et en plus, on s'empêche d'avoir la flexibilité de tester quelque chose, de voir si ça nous convient, et puis parfois, il y a des choses qui vont convenir et des choses qui vont pas convenir, et là, tout l'intérêt, c'est de pouvoir ajuster, de se dire, bah, finalement, ce métier-là me convient pas, mais la posture d'entrepreneur me convient, donc j'aimerais le faire d'une autre manière, par exemple. Donc c'est vrai que quand on cherche vraiment l'efficacité en tant que à l'extrême, puisque c'est ça le perfectionnisme, c'est vraiment aller chercher la perfection qui n'existe pas, rappelons-le. Et qui ne s'arrête jamais, c'est-à-dire que plus on cherche à quelque chose de parfait, plus on ajoute des critères. Oui, et plus on recule le temps où on va vraiment passer à l'action et où on va s'autoriser à pas être parfait, justement. À être imparfait, mais c'est aussi ça d'être humain, hein. Franchement, Ouais. Si on connaissait des humains parfaits... Et en même temps, tu vois, on retrouve là les mêmes fonctions cognitives, les mêmes capacités que pour la recherche d'équilibre vie perso, que de la recherche d'équilibre entre la vie pro et la vie perso. C'est la flexibilité, l'acceptation de l'imperfection, de réajuster, de pouvoir voir et réajuster, etc. Et je dirais qu'il y a une question aussi de temporalité, dans le sens où on a envie de tout faire tout de suite, maintenant. Alors que si vraiment quelque chose, un projet nous passionne, mais c'est la même chose dans l'entrepreneuriat, ce côté on veut tout faire tout de suite, parce qu'on oublie qu'il y a une notion de temps long, qu'on est là pour un certain temps. Pour les enseignants, bah voilà, toi t'es resté 15 ans, tu en as fait des choses pendant 15 ans, et tout n'a pas besoin d'être fait la même année. On peut prendre le temps pour des projets qui nous passionnent, de prendre le temps de s'étaler sur plusieurs années, et c'est OK aussi. Et puis dans cette notion de minimalisme, par rapport au temps dont tu parles, ça permet aussi de se rendre compte que finalement, dans tout un projet ou dans tout un truc, parfois c'est pas forcément sous cette forme-là. Ce qui est vraiment important, c'est, je sais pas, tu vois un projet sur les Jeux Olympiques, voilà, ça a l'air bien, c'est hyper cossu, il y a plein de choses, t'as envie de tout faire parce que ça te paraît beau. Mais si tu te ressens sur, ok, c'est quoi l'essence de ce projet? Qu'est-ce que je vise en fait avec ce projet? Est-ce que je vise de faire vivre une expérience sportive à mes élèves? Est-ce que c'est un aspect culturel? Est-ce que ce que je veux, c'est qu'ils s'engagent dans un projet? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est important pour moi là-dedans? Et est-ce que je suis obligée de le faire avec tout ça? Voilà. Est-ce que je peux pas le faire finalement? Ah ben moi, ce qui est important, c'est développer un peu leur ouverture. Ok. Donc est-ce qu'il n'y a pas des choses dans ce projet que je peux enlever, ne pas forcément faire un peu autrement? Et là, on s'allège. En fait, un peu comme quand on fait sa valise, quoi. On dit, ah, je vais peut-être prendre, et puis s'il fait beau, et puis s'il fait pas beau, et puis si, je vais prendre 2, 3 jupes, et puis, oh, on sait jamais si j'ai envie de rose, et puis après, quand on dit, non, qu'est-ce qui est important? En fait, je vais aller à la plage, je vais pas sortir le soir si t'es trop froid parce que je sais pas quoi. Bon, du coup, on réduit un peu le contenu de la valise. C'est un peu la même chose au quotidien. Donc, qu'il y avait dans cet esprit dans l'épisode dont tu parles sur le minimalisme. En tout cas, je le conseille à tous les enseignants qui nous écoutent, parce que c'est vraiment une chouette réflexion dont on n'a pas forcément l'habitude, mais qui apporte un point de vue hyper intéressant, et qui va à l'encontre en fait de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, notamment enseignants, où les enseignants montrent beaucoup ce qu'ils font. On est un peu sur l'escalade de je veux faire mieux que le voisin, ou que ce que j'ai vu, ou aussi bien. Et parfois, on n'a pas besoin de de tout faire, quoi. Donc, c'est un sujet hyper intéressant. Et du coup, j'avais une autre question par rapport à l'équilibre pro-perso. Un peu plus prise de recul sur le sujet de manière générale. Pour toi, quel est l'impact de la société sur cette recherche d'équilibre entre vie professionnelle et personnelle? Comment est-ce que les injonctions qu'on reçoit vont nous impacter et vont être moteurs par rapport à cette recherche d'équilibre? Je pense que des injonctions, il y en a tellement. Il y a les injonctions professionnelles, de manière générale, les injonctions au présentéisme, à rester longtemps sur son lieu de travail, ou des injonctions à tout faire, à la performance, etc. Il y a des injonctions aussi propres, parfois au métier d'enseignant lui-même,
il faudrait tout faire, t'en parlais, tout faire de toutes les pratiques, faire avancer tous les élèves et en même temps finir le programme et en même temps être là tous les jours et en même temps pallier aux différentes difficultés. Enfin, voilà. Et puis après, il y a les injonctions qui concernent plutôt la vie pro. Déjà, les injonctions qui portent sur les femmes, notamment, parce qu'il y a quand même pas mal de femmes dans l'éducation nationale. Donc, toutes les injonctions autour de la maternité, la parentalité, qui parfois, en plus, sont complètement incompatibles avec les injonctions professionnelles. Donc, à la fois, il faudrait être hyper disponible pour ses enfants, leur faire des sorties, leur faire des activités, et puis il faut les allaiter et les allaiter longtemps, et puis il faut, enfin, tout un tas de trucs qui font que, au final, parfois, on le fait plus parce que ça nous parle, mais parce qu'en fait, on a peur de pas rentrer dans le schéma. Et c'est pareil pour la vie pro, et c'est pareil pour, enfin voilà, la vie perso. Et donc, c'est toutes ces injonctions-là qui nous pèsent. Et en fait, c'est difficile pour moi de faire une liste de ces injonctions-là, parce que ce qui va être une injonction pour moi, par exemple, ne le sera pas forcément pour toi. C'est-à-dire qu'il peut y avoir quelque chose qui est une injonction pour moi parce que c'est pas forcément ce qui serait naturel pour moi, mais je me dis qu'il faut que, en fonction de ce que la société me dit, je le fasse. Alors que peut-être que pour toi, c'est tout à fait ce à quoi t'aspires, et que autre chose est une injonction pour toi. Je sais pas si je suis claire. Si, je vois tout à fait ce que tu veux dire par rapport au fait que finalement, une injonction pour quelqu'un peut être une aspiration pour quelqu'un d'autre. Exactement. C'est ça qui est compliqué dans l'idée de faire une liste. Mais ce qu'on peut retenir, au-delà de faire une liste exhaustive, c'est que par rapport à justement cette idée d'équilibre professionnel et personnel, il y a ce que nous, on veut, et il y a aussi ce que l'on reçoit en fait de la société, de notre travail, de notre condition en tant qu'homme ou en tant que femme, qui fait que parfois on veut rentrer dans des cases, on veut montrer un masque parce que on est dans une société, donc on a envie d'être bien vu. Voilà, tout simplement, d'être aimé comme quelqu'un de professionnel, et que parfois ça passe par justement déséquilibrer notre temps de manière non consentie. C'est se situer par rapport à la représentation qu'on a de la situation, ou parfois par rapport à ce que l'autre nous renvoie. C'est-à-dire que moi, du coup, si je fais pas attention, ce qui est pour moi une aspiration, tu vois, ce que tu disais tout à l'heure, ma manière d'en parler va faire peser ça comme une injonction sur les autres personnes autour de moi, pour qui c'est pas une aspiration, et vice versa. C'est-à-dire que moi, si je suis un petit peu en prise au regard des autres ou à ce que me disent les autres, c'est-à-dire que moi je pense quelque chose, mais quelqu'un qui va me dire quoi, pardon, tu ne fais pas comme ça, que ce soit avec mes enfants ou dans ma classe, tu ne fais pas ça, du coup ça va créer chez moi une injonction, alors que a priori je serais pas allée dans cette voie-là. Oui, donc on voit à quel point le sujet est très subjectif et à la fois complexe, et on en revient justement à l'importance de la connaissance de soi, de ses besoins, pour pouvoir prendre du recul par rapport à ces injonctions et être en accord avec les pratiques et avec les choix qu'on fait. Parce que finalement, tout est une question de choix. L'important, c'est aussi de voir si ces choix sont consentis, sont en accord avec nos besoins, nos envies et la vie professionnelle ou personnelle qu'on a envie de mener. Et pour moi, c'est vraiment un aller-retour aussi. Il y a la connaissance de soi, qu'on oublie parfois, mais aussi avec la connaissance de l'autre, parce que ça pourrait laisser entendre, notamment quand on parle un peu d'affirmation de soi, qu'il faut être un peu dans la revendication ou s'imposer. Et quelqu'un qui a du mal à faire ça, ça pourrait créer une difficulté, un obstacle, un malaise, de se dire oui, mais moi je sais pas trop m'affirmer, j'aime pas trop m'opposer aux autres, etc. Alors que quand on est dans la connaissance de soi et aussi dans la connaissance de l'autre, ça permet juste de voir que en fait, il y a cette façon de penser là, il y a cette façon de penser là, il y a aussi cette façon de penser là, et en fait, il y en a pas une qui est meilleure que l'autre, mais voilà où moi je me situe, et je suis pas forcément dans l'opposition de l'autre. C'est juste que l'autre il sait pas qui a tort et qui a raison, on voit juste les choses de manière différente. Et je trouve que ça aide aussi à se positionner. En fait, c'est vraiment se positionner par rapport à une injonction. Savoir, est-ce que pour nous c'est une injonction, ou est-ce que c'est une aspiration, ou est-ce que c'est même pas un sujet. Savoir que pour d'autres, c'est pas tout à fait pareil. Et donc, une fois qu'on a compris ça, la manière de le communiquer à l'autre aussi, et de pouvoir le dire à l'autre, elle va
aussi changer, quoi. Si j'ai l'impression que tout le monde pense comme ça et qu'il y a que moi qui pense autrement, ben, je vais soit avoir envie de me fondre dans le moule, soit avoir envie de m'affirmer un peu fort. Alors que si j'ai l'impression que, ben, moi, j'ai le droit de penser comme ça et de voir ma vie comme ça et de fonctionner comme ça et que j'ai conscience que un tel fonctionne d'une autre manière et que telle autre personne fonctionne d'une autre manière, je trouve ça plus confortable de se repositionner comme ça. Oui, je comprends tout à fait ton point de vue par rapport à ça. Et du coup, on arrive à la fin de cet épisode. Quels conseils pratiques donnerais-tu aux enseignants qui cherchent à améliorer leur équilibre vie professionnelle, vie personnelle, que ce soit des enseignants en reconversion ou des enseignants tout court, bien évidemment? Je pense qu'à partir de ce qu'on a dit, il y a déjà l'idée de définir, on parlait des limites, mais de définir en fait ce qui est important pour soi au quotidien, en fonction de notre contexte de vie, nos priorités, en termes de valeurs, en termes d'organisation. Voilà, on n'a pas forcément à avoir les mêmes priorités aussi en fonction de l'étape de nos vies. Donc aujourd'hui, en ce moment, qu'est-ce qui est important pour moi, sur quoi j'ai envie de mettre l'accent, à quoi j'ai envie de faire plus de place, etc. Et surtout de faire ça régulièrement. Et c'est ça le truc, c'est de le faire assez régulièrement parce qu'on a conscience que ça change. Si je le fais une fois tous les 3 ans, ça va me convenir peut-être un mois ou deux, et puis après je vais encore être en résistance. Et c'est pas dire oh bah ça marchait pas, ah moi je suis pas comme ça, c'est juste de dire bah ça change. Bon bah peut-être il y a 3 mois c'était différent, mais voilà. Donc de refaire un peu un état des lieux régulièrement, ben, de ce dont on a besoin, de comment on est, etc. De prendre le temps de s'écouter assez régulièrement et d'arrêter de remettre les choses importantes, les choses qui nous animent, les choses qui nous font envie ou les choses dont on a besoin, et là je pense au repos, au sommeil, etc., à plus tard. D'arrêter d'attendre les vacances pour pouvoir se reposer, d'attendre les vacances pour faire telle ou telle chose importante pour nous, parce qu'en fait, c'est au quotidien qu'on va pouvoir insuffler les choses, et c'est parce qu'il y a ce mouvement tout le temps là qu'on va trouver cet équilibre, et cet équilibre c'est on disait pour retrouver de la satisfaction et de l'enthousiasme. On peut pas passer, en fait, on peut pas se dire je tiens pendant 6 semaines pas satisfaite, je suis pas contente, mais en 2 semaines de vacances je vais tout récupérer. Enfin, c'est pas possible. Le pilote automatique, c'est jamais une bonne idée. Et voilà, c'est ça. Et puis un conseil peut-être très pragmatique, c'est de se fixer pour les enseignants, et là du coup je parle pour les moments de travail, de se prendre le temps avant de commencer une tâche, en fait, quelle qu'elle soit, une tâche concernant le travail, de prendre le temps de définir quand est-ce qu'elle va s'arrêter, quand est-ce que je serai satisfait. En fait, les critères de réussite de la tâche, critères de satisfaction, comme on fait pour nos séances, mais de prendre ce temps-là pour pouvoir, à la fin, se dire, là, je sais pas, je veux y passer 1 heure, je veux y passer 1 heure. Si j'ai défini le temps, déjà, je vais voir, ok, en 1 heure, clairement, je vais pas écrire un mémoire entier. Donc, qu'est-ce que je fais pour être satisfait? Qu'est-ce que je me fixe comme objectif pour 1 heure de travail? Et ça, je trouve que ça aide dans la maîtrise de soi, dans l'autodiscipline, de se dire, ok, de s'apporter à soi du cadre. Par rapport à ce que tu disais, j'aimerais apporter 2 précisions. Du coup, la première chose, quand tu parlais de faire attention à soi, moi, il y a un exercice que j'utilise maintenant très régulièrement, c'est que plusieurs fois dans la journée, je me demande à quel niveau d'énergie j'en suis. Et j'attends pas, par exemple, le week-end pour me reposer. Si je sens que j'ai vraiment une baisse d'énergie, voilà, c'est le moment de prendre un quart d'heure, 20 minutes de pause, ou juste de souffler, d'expirer, te dire ok, là j'ai besoin d'un petit temps, et puis d'avoir des petits rituels justement pour faire remonter l'énergie. C'est hyper intéressant. Et la deuxième chose par rapport à ce que tu disais, oui, il y a une étude qui montre aussi que généralement une tâche prend le temps que on lui alloue. Donc en fait, si on ne donne pas de limite à une tâche, on pourrait y travailler des heures et des heures parce qu'il n'y a pas de fin. Ouais, à partir du moment où tu donnes un début et une fin, à la fois tu auras terminé dans le moment donné, enfin tu seras arrivé à un résultat, et à la fois tu vas pouvoir passer à autre chose. C'est aussi ça qui est important de se dire, que ce soit à une phase de repos, à une phase du temps avec la famille, etc. Donc exactement. Ça c'est la loi de Parkinson. C'est marrant, j'ai tout un module dessus dans mon parcours sur l'équilibre vie pro vie perso, et du coup c'est tout à fait ça. C'est la dilatation du temps. Et si on prend n'importe quel exemple, vous avez une fête à préparer. Imaginons que vous devez préparer votre mariage. Vous avez 2 ans pour le préparer.
Vous allez utiliser les 2 ans pour le faire. Maintenant, on vous dit que le mariage, il y a un mariage improvisé dans 3 jours et vous avez 3 jours pour préparer. Dans 3 jours, votre mariage il sera prêt. Vous aurez fait des choix différents. Vous aurez peut-être été plus minimaliste que si vous aviez eu 2 ans pour le préparer. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris l'exemple du mariage, mais c'est valable dans la classe. J'ai une séance de mathématiques à préparer. C'est pour demain. J'ai pas le choix. Quelqu'un vient me voir ou je sais pas quoi. Je peux pas me défiler quoi. J'ai 2 heures pour le faire. Bon en 2 heures, je vais faire ce que j'ai à faire. Par contre, je peux aussi mettre tout le week-end pour préparer ça, ou je peux aussi mettre une semaine pour le préparer. C'est pour ça que définir le temps qu'on veut consacrer, et là il y a une question de choix. Tu vois, on revient sur je prends ma responsabilité. Définir le temps que je veux consacrer à une tâche, ça me permet de faire consciemment des choix, peut-être minimalistes ou pas, par rapport à cette tâche. Voilà. En fait, je ne veux pas passer plus de 2 heures à préparer ma semaine. Et alors du coup, je vais la préparer. Peut-être que je vais, au lieu de la faire dans un tableau Excel et de changer les polices à chaque case, peut-être que je vais la faire à la main, au brouillon. Mais l'essentiel finalement, c'est quoi? C'est que ma semaine, j'ai du contenu. Est-ce que c'est vraiment très important qu'il y ait une partie en Arial 14 et l'autre partie en voilà. Et en fait, c'est ces micro-choix là qui nous font gagner du temps et qui nous rendent aussi plus efficaces. Je sais que les gens parfois n'aiment pas cette idée de productivité, mais quand on manque de temps, il y a aussi cette idée d'être productif, en tout cas dans le sens d'être efficace. Réussir à faire plus ou à faire autant en moins de temps, ça nécessite forcément des arbitrages. On va s'arrêter sur cette réflexion sur la responsabilité de ces choix en termes de temps, d'énergie et de valeur, je dirais, sur cette quête de l'équilibre entre le temps personnel et le temps professionnel, qu'on soit enseignant en reconversion ou enseignant tout court. En tout cas, je te remercie, Émilie, d'avoir répondu à mes questions, d'avoir partagé tes réflexions sur le sujet, et j'espère qu'elles auront aidé les auditeurs, du coup, à avancer dans leur propre cheminement sur la question de l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Je te remercie encore une fois d'avoir accepté de participer à cet épisode de podcast. Merci pour l'invitation. Et puis, à tous les auditeurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à soit m'envoyer un email ou à échanger sur les réseaux sociaux par rapport à la question. Vous pouvez également retrouver Émilie sur les réseaux sociaux. Donc peut-être que tu peux nous dire en quelques mots comment est-ce qu'on peut te contacter si besoin. Alors, si on veut me contacter, on peut me contacter déjà par mail, contact@mestrucsdeprof.fr, et sinon, vous pouvez me suivre sur Instagram, mestrucsdeprof_coaching, sur LinkedIn aussi, avec Émilie Lefatan, et sur Facebook, Mes trucs de prof aussi, c'est le nom de mon podcast. Voilà. Merci à toi, et puis je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode. Vous pouvez retrouver Amandine sur les réseaux sociaux derrière le pseudo Ta reconversion de prof et découvrir ses accompagnements sur son site internet amd-accompagnement.fr. Merci.